Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la grande famille. Aujourd'hui, c'est une nouveauté. Nous sommes dans le studio d'IA et c'est avec grand plaisir que j'accueille Clémence Salamand, qui est une de nos familles au pair. Et comme chaque épisode, je suis toujours en joie d'enregistrer un épisode de la grande famille. Bienvenue Clémence et merci d'être avec nous. Merci Manuela, je suis ravie d'être avec toi. Donc Clémence, tu es maman d'une famille de 3 enfants. C'est ça. Tu habites au Pays Basque et tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu es devenue entrepreneur, comment tu es devenue maman de 3 enfants? Avec plaisir. Donc moi, au départ, je ne suis pas du Pays Basque, moi je viens de Lille. Et c'est finalement la rencontre avec mon mari Romain qui a fait que j'ai progressivement déménagé dans le sud-ouest avec une petite étape à Bordeaux, puis une étape au Pays Basque. Donc j'ai envie de dire que j'ai commencé ma vie professionnelle à Bordeaux. J'ai fait une école de commerce, donc un premier pan de vie dans des fonctions commerciales. D'abord, j'ai travaillé dans un grand groupe de distribution qui s'appelle Procter pendant quelques années. Et ensuite, je suis passée de l'autre côté distributeur, parce que je suis partie travailler chez Cdiscount, toujours à Bordeaux. Donc ça a duré entre à peu près 6 ans. Et à la suite de ces 6 années de vie avec Romain, on a décidé de fonder une famille. Donc c'est là qu'on a accueilli notre premier fils. Et là, honnêtement, je sais que je ne suis pas la seule, mais moi j'ai vraiment vécu un électrochoc. Parce que d'une part, quelque chose s'est réveillé en moi sur cette envie d'entreprendre qui a toujours existé et qui s'est réveillée. Et on va dire qu'elle n'avait jamais disparu, mais il y avait toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et en devenant maman, j'ai aussi gagné en confiance et aussi une nouvelle force en moi. Et il y a aussi le côté de venir rentabiliser le temps que je ne passais pas auprès de mon fils. C'est-à-dire que tout le temps où on n'était pas ensemble, j'avais envie que ça soit du temps ultra productif et rentable. Alors, je ne parle pas en termes financiers, mais plus en termes d'épanouissement et de kiff. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que dans le poste dans lequel j'étais, je n'étais plus épanouie, je m'ennuyais. Et donc, j'ai décidé de donner un bon coup de pied dans la fourmilière et de monter mon entreprise à ce moment-là. Et puis, la rencontre aussi avec Cécile, qui est mon associée, parce que je suis entrepreneur, mais on est co-associée et co-créatrice, a aussi permis la création de Plantine, qui est un réseau de micro-crèches dont on aura peut-être l'occasion de parler un petit peu plus tard. Oui, avec grand plaisir, mais je trouve ça extrêmement puissant ce que tu dis. Dans l'événement et l'expérience de la maternité, ce que ça peut révéler chez la femme, et que l'esprit d'entrepreneuriat se soit éveillé en fait un peu concomitamment ou successivement à cette expérience de vie, parce qu'on le constate maintenant de plus en plus. Et l'entrepreneuriat féminin prend de l'essor, parce que je pense que, et je reprends tes mots, c'est que je pense qu'il y a ce sentiment de se sentir pas capable, en fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Pendant très longtemps. Que je ressentais, et qui est partagé par nombreuses personnes. Enfin, moi, je sais que c'est aussi des choses que je ressens. Et jusqu'au moment de se dire, finalement, être maman, et c'est un événement qui transforme la vie d'une femme, j'y arrive, alors pourquoi j'arriverais pas à faire d'autres choses qui me paraissent impossibles? Exactement, ça donne des ailes, vraiment, il y a une nouvelle intensité qui se crée en nous, en tout cas en moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ça m'a permis de franchir le cap. Donc, premier bébé, installation au Pays Basque, tu quittes Cdiscount. Ouais, alors premier bébé, on est toujours à Bordeaux, je quitte Cdiscount et là je prends un petit peu le temps de réfléchir. L'idée ne vient pas tout de suite, la rencontre avec mon associé ne se fait pas immédiatement. Alors pour être honnête, c'était une amie au départ, donc j'ai dû un petit peu aller la chercher aussi et lui montrer qu'elle en était capable, parce qu'elle aussi, elle avait ce syndrome d'imposteur. Donc voilà, il y a eu une petite année de réflexion où je me suis mise en congé parental. Et à la suite de ça, j'ai réalisé que, je n'étais pas du tout faite pour rester auprès de mon fils, de mes enfants. Ça a été difficile pour moi de rester à la maison.
Donc, je savais que j'avais envie de retourner au travail. Et deux, aussi l'envie de plus de nature dans mon environnement, dans notre environnement de famille. Et donc, c'est là où le Pays Basque est intervenu et qu'on a choisi de déménager, parce que mon associé avait aussi ce projet de déménager au Pays Basque. Donc, finalement, les planètes se sont alignées et il y a eu un déménagement de prévu qui a été finalement simultané avec la création de Plantine. Et elle est originaire d'où ? Elle est toulousaine. D'accord, ok. Toulousaine, mais avec un fort attachement au Pays Basque, donc un souhait de venir aussi installer sa famille ici. Vous vous aménagez au Pays Basque et là se crée Plantine. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Plantine ? Avec plaisir. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, donc c'est un réseau de micro-crèches qui a la spécificité d'accueillir les enfants en extérieur. Donc, en fait, tout le projet pédagogique fait que les enfants sont amenés à vivre tous les moments forts de leur journée en nature, en environnement extérieur. Donc, ça va être les siestes qui sont proposées dans des hamacs dans le jardin, les repas qui sont proposés à l'extérieur quand les températures sont encore agréables pour pouvoir profiter du repas. On a des animaux. Donc, évidemment, les enfants sont équipés avec des petites tenues de pêcheurs, les professionnels aussi. Et puis, en fait, il y a toute une conception de la crèche à l'origine qui fait que les flux dedans-dehors sont facilités. Et toute la journée, les enfants sortent, rentrent, sortent ou passent la journée dehors quand la météo le permet, mais beaucoup plus que dans une crèche traditionnelle. Ok, génial. Ouais. Et donc, aujourd'hui, vous avez plusieurs crèches ? Tout à fait. On a 3 micro-crèches qui sont basées dans le sud des Landes, donc dans le département voisin. Donc c'est dans des petites communes, Saint-André-de-Seignangue, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Saint-Jour-de-Marenne. Ok. Dans chacune des crèches, on a une équipe de 5 personnes. Ça va être une directrice, qui est soit éducatrice de jeunes enfants, soit infirmière de puériculture. Et ensuite, on a 4 professionnels de la petite enfance, diplômés, donc qui ont soit le CAP petite enfance, soit elles sont auxiliaires de puériculture. Ok, génial. Donc tu vois, ça fait une équipe de 15 personnes à peu près à manager. Super. Et en parallèle de ça, il y a 2 autres bébés qui sont arrivés. Et oui, exactement. Tu suis bien. En arrivant au Pays Basque, j'étais enceinte de notre 2e garçon, qui est né pour le plus grand plaisir de son papa à Bayonne. Et on a accueilli notre fille en avril 2023. Donc ça s'est un petit peu enchaîné. Donc voilà, on a 3 bébés et Idoia a la particularité d'être née à la maison. C'était aussi un projet fort dans notre vie de famille. Donc, on l'a accueilli à Arbonne. Génial. Il y a maintenant quelques mois. Ok, félicitations. Merci. Parce que ça aussi, c'est une expérience. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et ça aussi, on parlait tout à l'heure de la force qu'on a en devenant maman, en accouchant sans péridurale, à la maison, dans un cadre chez soi. Ça donne aussi une autre dimension dans cette intensité, dans cette force qu'on peut ressentir en tant que femme. Oui, et j'étais en train de me dire en t'écoutant, et sur l'enfant, en fait. Je pense que pour l'enfant, le fait de vivre dans la maison dans laquelle il grandit, je peux pas m'empêcher de penser que ça... En termes de vibration, c'est sûr que c'est pas neutre. Idoia, elle est née dans sa chambre. Tous les soirs, elle dort là où elle est née. Donc, c'est sûr. Non, c'était c'est génial. Une chouette aventure. Une chouette aventure de famille et de couple. Parce que aussi, les papas, quand j'ai proposé à Romain ce projet d'accouchement à domicile, clairement, il n'a pas forcément eu la même implication que pour les 2 premiers accouchements. Là, il n'a pas loupé un rendez-vous de sage-femme. Parce qu'il savait qu'il allait devoir avoir un rôle. Donc, il y avait aussi beaucoup plus d'assiduité, tu vois, dans la préparation. De pression aussi pour lui, parce que les spectateurs, et c'est pas facile. Ah oui. C'est quelle place trouver dans ce projet-là, mais il l'a tout à fait trouvé. Et c'était un beau moment de couple. Ok, génial. Merci pour ce partage, c'est chouette. Plaisir. Et donc, pour accompagner toute cette belle famille, vous avez fait le choix d'accueillir une au-pair. Oui, tout à fait, parce que moi, je suis chef d'entreprise. On a parlé de Plantine. Romain est lui aussi chef d'entreprise, avec aussi quelques missions d'administrateur qui fait qu'il est amené à pas mal s'absenter et à voyager hors du Pays Basque.
Donc, ça fait que tout cumulé, on avait des semaines très intenses. Et donc, on a décidé d'accueillir une première jeune fille au pair, tu vois, en septembre de l'année dernière. Donc là, on est à notre deuxième accueil de jeune fille au pair. Et bon, t'imagines bien, on est hyper ravis, hyper contents. Ça a changé beaucoup de choses dans notre fonctionnement de famille et ça nous a apporté beaucoup de sérénité et de flexibilité aussi dans l'organisation. Donc, super chouette d'avoir osé, parce qu'au début, on y a pas mal réfléchi. C'est vrai que ça peut faire peur un petit peu comme projet. Et c'est pour ça que là, je me souviens très bien, c'était durant l'été, quand on réfléchissait à cette option et on a pas mal écouté tous les podcasts de la grande famille. Ça nous avait beaucoup, beaucoup pété. Et on a décidé donc de se lancer et on ne regrette pas du tout. Génial. Et comment on fait parce que je sais que c'est un processus qui est long, qui est anxiogène parfois, ou en tout cas qui peut créer une forme d'inquiétude. Surtout la première fois, dans la peur de se tromper dans le choix de la personne, parce qu'on partage notre intimité, parce que on donne beaucoup de notre temps, de notre espace intime, en fait. Et c'est ça qui rend, je trouve, l'expérience aussi engageante. Comment tu as réussi, toi, donc tu disais tu as écouté le podcast, mais à dépasser, alors je vois bien avec toutes tes expériences de vie que la barrière de la peur, tu sais, aujourd'hui, c'est pas un obstacle en tant que tel, mais à faire le choix des personnes. Parce que ça, tu dis que ça s'est bien passé et on est totalement transparent là-dessus. Ça se passe pas bien à tous les coups. Ça s'est bien passé, c'était pas parfait, la première année notamment, mais on va en reparler. Et pour répondre à ta question, comment on s'est... la réflexion que j'ai eue et qu'on a eue finalement ensemble, déjà, nous, on avait l'habitude de partir avec des babysitters en vacances. Alors, c'est sur un laps de temps beaucoup plus court, mais on avait quand même déjà pu tester le fait de partager notre intimité, nos nuits, les petits déjeuners, etc., avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Et ça s'était plutôt bien passé. Donc, on avait pu faire ce premier test-là. Après, moi, pour me projeter, je me disais toujours, imagine demain, tu as une petite cousine que tu connais pas très bien qui vit chez toi. Qu'est-ce que ça vient titiller dans ton intérieur? Et c'est un peu comme ça que je me projetais. Est-ce que ça me donne plus envie? Est-ce que je me projetais comme ça? Ça me permettait de me projeter et de me dire, voilà ce qui va se passer à partir de la rentrée. Il va y avoir une jeune cousine que tu connais pas très bien, mais qui est là pour t'aider. Donc... ça a ses plus, ça a ses moins. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans le processus de réflexion? Et après, on va parler peut-être vraiment des critères de choix. Bon, après, nous, on fonctionne un petit peu comme ça avec Romain, c'est qu'on se dit toujours, si ça marche pas, on peut faire marche arrière. Il n'y a rien qui est irréversible. Totalement. Et voilà, on se disait, on le teste et au pire, on aura coché la case que la jeune fille au pair, c'est pas pour notre famille et ça sera pas très grave. Donc, c'était un petit peu, l'état d'esprit dans lequel on était. Et en revanche, ce qu'on a tout de suite souhaité, c'est se faire accompagner. Donc là, on était hyper contents de tomber sur toi et Butterfly, parce que c'est vrai que quand on avait benché, bien sûr, on était tombé sur les sites un peu concurrents, mais... il y avait trop de choix, on était perdus. Donc, le côté se faire accompagner, ça nous a vraiment aidés dans, je dirais, justement, cette étape qui est conséquente. Ça nous a rassurés, ça a apporté un peu oui, ça nous a rassurés dans ce projet qui était avec pas mal d'incertitudes. Et après, dans nos critères, c'est vrai que quand on commence, on se dit, on va trouver la perle rare. Et moi, j'avais adoré ta formulation. Le mouton à 5 pattes n'existe pas. Clémence Romain, on redescend. Donc, on avait compris. Et là, on a la chance d'être entrepreneurs tous les deux. Et donc, on sait que personne n'est parfait. Et c'est la même chose pour les au pairs. Donc, on a fait notre petite liste de ce qui était important pour nous. Et puis après, on a classé. Pour nous, au
départ, évidemment, il y a le fait d'avoir quelqu'un quand un ou deux n'est pas là, parce que Romain est souvent en déplacement, mais ça m'arrive aussi. Donc, il y a cette idée de venir aider l'autre. Mais il y avait aussi l'argument, quand on a choisi de partir sur le projet d'accueillir une au pair, d'assurer de la continuité et de la sécurité. Et pas de la sécurité physique, mais plus de la sécurité émotionnelle pour nos enfants. Vraiment avoir toujours la même personne qui est là le soir, qui connaît nos enfants, les enfants la connaissent, etc. Surtout pour notre fille qui, à l'époque, avait 6 mois et qui aurait eu du mal à avoir plusieurs babysitters s'alterner chez nous. Donc, il y avait vraiment cette recherche-là. Donc après, ça nous mène aux compétences qu'on recherche, qu'on a recherchées. Il y avait l'idée de... Nous, le point principal, c'était que l'au pair s'entende bien avec nos enfants. Qu'elle aime passer du temps avec nos enfants et que nos enfants aiment passer du temps avec elle. Et typiquement, je me souviens avoir entendu des podcasts où la langue était importante, l'anglais, etc. Nous, c'était pas un critère. Nous, on voulait que ça se passe bien. C'était, voilà. Donc, à partir de là, il y avait le choix de la langue. Donc, pour notre première au pair, on avait la chance qu'elle était américaine, mais elle parlait un peu français. Ouais. Donc, ça a permis... Bon, elle parlait d'ailleurs très bien français. Donc, ça a permis vraiment de créer une connexion très facilement avec les enfants dès le départ. Et elle parlait... C'est drôle parce qu'elle avait choisi de parler anglais à la dernière. Américain à la dernière. Donc, ça, c'était cool. Donc, ça a compté dans le choix en tout cas, dans les critères de sélection. Et après, il y avait vraiment l'interaction qu'elle allait avoir avec nos enfants. Et ça, on le testait en visio. On voyait comment elle interagissait avec les enfants. C'était important pour nous de voir qu'elle, tout de suite, elle crée le lien, elle les nommait par leur prénom, elle essayait de discuter avec eux. Alors avec les grands, parce qu'avec les bébés, c'est plus compliqué à distance, mais il y avait cette espèce de feeling qu'on essayait de juger, de retrouver en visio. Et en effet, je pense que pour une première expérience, quand l'au pair a des notions de français ou elle parle un minimum de français, ça aide toujours pour les enfants à accrocher dans l'expérience parce que c'est nouveau pour eux, c'est une nouvelle personne, il faut qu'ils partagent leur maison, qu'ils partagent leurs parents, qu'ils partagent leurs repas, leurs jouets. Et donc, cette notion de partage pour les enfants, elle est pas spontanée et elle s'apprend dans la sociabilisation. Donc, le fait que l'au pair, elle arrive à créer du lien avec la langue au démarrage, c'est quand même plus facile. C'est souvent ce que j'explique aux familles. Et après, les expériences suivantes, quand l'au pair parle plus français, finalement, les enfants, ils ont déjà cette familiarité avec l'expérience. Tout à fait. Et après, juste pour ajouter, là, notre seconde au pair, qui est australienne, ne parlait pas du tout français en arrivant. Okay. Et moi, je suis épatée de voir à quel point elles apprennent vite. Donc, je trouve aussi que finalement, les mots de français, le b.a.-ba du français, pour communiquer avec un enfant, ça arrive aussi hyper vite. Ouais, donc, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, elle a appris vite et les enfants... le fait qu'elle leur parle qu'en anglais, c'est passé de façon fluide. Alors moi, les aînés, ils ont 7 et 5, mais directement, ils se débrouillaient. Alors au début, vraiment, sur ces premiers jours, elle utilisait une petite application pour traduire quand vraiment il n'y avait pas de communication possible avec eux. Mais franchement, avec les gestes, en montrant les choses, avec la personnalité qu'elle a, parce qu'elle est très douce, elle est très enveloppante, ça s'est très très bien passé. Et aujourd'hui, elle parle très très bien français au bout de quelques mois. Ah ouais. Génial. Ouais. Ok. Donc 2 anglophones, une américaine, une australienne. Alors que c'était pas forcément un critère de départ. Non, pas du tout. Et honnêtement, quand on rêvait au départ. Parce que c'est toujours l'étape où on se dit dans l'idéal qu'est-ce qu'on aimerait, ou la liste au Père Noël. C'est vrai qu'on aimait aussi le côté espagnol parce qu'on est proche de la frontière, donc on regardait aussi pas mal les latino-américaines. Et on avait eu des échanges et on avait failli aboutir avec certaines, mais au final la vie a fait on a pour l'instant eu que des anglophones. Et par rapport à ton expertise et ton métier d'accompagnement des enfants, pour toi, qu'est-ce que ça apporte à tes enfants, le fait d'avoir choisi cette expérience de vie ? Parce que
j'ai envie de dire d'expérience de vie, parce que pour moi, finalement, l'au pair, c'est pas un mode de garde, c'est un mode de vie. Tout à fait. Il y a vraiment l'ouverture et l'accueil. C'est accueillir quelqu'un. Nous, on l'a vraiment présenté aux enfants en leur disant que on accueillait quelqu'un qui venait découvrir la France, découvrir le Pays Basque, et qu'on allait être sa famille d'accueil pendant 1 an. Donc, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, à la différence. Et ça, c'est hyper important quand on est parent. Au-delà de moi, ma casquette chef d'entreprise dans la petite enfance, ça nous a tout de suite parlé avec Romain, et ça fait partie des valeurs qu'on cherche à inculquer avec à nos enfants. Et donc ça, c'était un des premiers critères. Après, tout à l'heure, on en a parlé, pour moi, il y avait aussi cet aspect continuité émotionnelle, avoir une figure d'attachement pour nos enfants quand nous, on n'est pas là, pour venir stabiliser notre barque familiale qui a un capitaine de substitution quand ni lui ni moi, on est là, ou quand il n'y en a qu'un qui est là. Le bénéfice le plus fort, c'est celui-ci, c'est le soutien émotionnel et la continuité, et aussi le soutien psychologique, parce que finalement... l'au pair, il est là aussi pour vivre les moments de joie et les moments et parfois des moments plus difficiles ou des moments de peine dans la famille. Et pour les enfants, c'est une personne ressource supplémentaire. Tout à fait. Donc, en effet, je pense que ça atténue les petits stress du quotidien, et ce qui rend les choses plus sereines. Et on sait à quel point cet équilibre-là, il est tellement fragile. Que quand toute la recette ou la mayonnaise prend bien, ça fait des mets qui sont assez succulents. Ouais. Et ce qu'on leur dit aussi souvent à nos enfants, c'est que c'est plus dur pour l'au pair d'être chez nous que pour nous de l'accueillir. Elle est toute seule, elle est loin de chez elle, elle est loin de sa famille. Et ça, c'est important pour nous de leur expliquer quand parfois... typiquement, il y a eu un petit couac de communication il y a 2-3 jours, et notre au pair, elle est allée chercher mon fils à la garderie un peu trop tôt. Il aime beaucoup la garderie, donc il veut toujours qu'on aille le chercher à la limite. Sauf que quand c'est elle qui va le chercher, elle va le chercher plus tôt parce qu'elle a récupéré d'abord notre fille, et donc il est privé de quelques heures de garderie. Et donc, en arrivant, bien sûr, quand je comprends qu'elle a été les chercher alors qu'elle ne devait pas, je l'explique à mon fils et il se met en colère. Et je lui explique qu'elle ne comprend pas encore super bien le français, qu'elle a fait une erreur et que tout le monde fait des erreurs, et lui inclus. Voilà, c'est aussi rappeler que c'est plutôt l'au pair qui est dans une position où il faut que nous, on soit dans la bienveillance constante, plutôt qu'elle soit toujours là pour nous. Ouais, mais je pense que c'est une recette pour une expérience qui se passe bien. Parce que... on voit beaucoup de familles, on voit beaucoup de situations. Et dans les sessions de coaching qu'on fait avec les au pairs, c'est souvent ce qui remonte de la part des au pairs, c'est que pour elles, c'est difficile parce qu'elles doivent s'adapter à un nouvel environnement, une nouvelle langue, une nouvelle vie, une nouvelle famille, et que les exigences sont extrêmement élevées en face, et qu'elles se sentent incapables d'y arriver en fait. Parfois, certaines familles, quand elles n'ont pas voyagé ou quand elles n'ont pas cette empathie que vous avez... Et aussi, je pense, cette expérience managériale du fait de votre métier, elles ne se rendent pas compte de leurs attentes qui sont très fortes, et la pression que ça peut représenter pour l'au pair. Je pense que ça aide beaucoup, en tout cas vos au pairs aussi, à se sentir bien, que d'avoir conscience et de l'expliquer aux enfants, en fait. Carrément, on essaye en tout cas. Ouais. Et puis après, on essaye aussi de communiquer avec elle en essayant de recueillir, elle, ses feedbacks, surtout au début, quand elle arrive. Nous, on lui demandait souvent à nos au pairs, ça va, t'as pas trop est-ce que t'as le moral, ta maison, tes parents te manquent pas trop? Voilà, c'était important à chaque fois pour nous de sonder à quel moment elle va avoir une baisse de morale, parce que c'est normal qu'elle l'ait, et qu'on soit là pour ça. Ouais. Donc... Mais oui, en faisant ces points réguliers, ça permet aussi de savoir comment va notre père, et nous adapter aussi à elle. Et comme elle voit aussi des jours où on est de mauvaise humeur, il y a un truc qui ne va pas. Et j'imagine qu'elle s'adapte aussi à ça. Et est-ce que tu as une petite anecdote de quelque chose d'un souvenir que vous avez vécu avec votre père, ou que les enfants ont vécu
Alors c'était drôle. La dernière fois, on est parti en randonnée en montagne tous ensemble, et donc on a la chance d'avoir un van, donc on peut tous rentrer dedans, parce qu'il y avait aussi cette contrainte-là de pouvoir emmener notre père dans tous ces moments familiaux du week-end ou des vacances. Et en pleine randonnée, je dirais en pleine ascension pour aller à la randonnée, le van s'est arrêté et il fonctionnait plus. Du coup, on a dû faire descendre toute la montagne en marche arrière. Et c'est vrai que j'ai demandé à Emma de sortir avec les enfants, de les rassurer. Ils comprenaient pas pourquoi moi j'aidais mon mari à manœuvrer, lui qui manœuvrait, ça créait un bouchon. Il y avait une petite tension de la part des enfants, et là j'étais ultra rassurée de voir que elle était avec eux et que ça se passait bien. C'est hyper anecdotique versus tout ce qui se passe au quotidien, même quand je suis pas là à la maison, mais ça a été un moment fort parce qu'on en reparle en se marrant. Et donc forcément quand on se marre, ça reste un bon souvenir. Ouais. Ok, super. Est-ce qu'il y a des conseils en fait que tu voudrais nous partager, Clémence, avec des personnes qui sont sur le point de franchir le cap et qui sont encore indécises? Et ce que je peux donner comme conseil qu'on a fait pour notre second au pair et qui a bien fonctionné, c'est qu'on l'a fait arriver dans un lieu de vacances un peu plus tôt que le jour de la rentrée en septembre. Et donc, on a pu se découvrir et se rencontrer en douceur dans un lieu sans organisation. Et ça a été un super temps, un peu une sorte de bulle de décompression, d'atterrissage pour elle et pour notre famille aussi. Et ça a permis ensuite de commencer la rentrée, mais on se connaissait déjà, on savait comment on fonctionnait. Et ça a été, on a gagné du temps, je pense, en compréhension. On est parti avec des bonnes bases. Merci beaucoup pour tous ces échanges et tout ce partage. Si cet épisode de la grande famille vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à liker. C'est très important pour nous. C'est toujours un grand plaisir pour moi et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite.